Deux jeunes sœurs jouaient dans l'herbe lors d'un pique-nique familial dans leur maison de vacances en Caroline du Nord lorsque leurs parents se sont éloignés quelques minutes pour charger la voiture. À leur retour, les filles avaient disparu, et toute piste s'est évaporée pendant plus de 10 ans. Mais 11 ans plus tard, un blogueur filmant sa chasse au trésor a remarqué un motif étrange sur son détecteur de métaux près d'un chêne, et ce qui l'a déterré allait apporter des réponses que personne n'attendait. Le téléphone sonna juste au moment où June Morrison prenait son café du matin. Le numéro affiché à l'écran lui était inconnu, mais quelque chose dans leur matinale lui serrait l'estomac d'une peur inexplicable. Elle décrocha à la 3e sonnerie. « Madame Morrison, ici l'inspecteur Harrison de la police du comté de Forest. Je vous prie de venir immédiatement au poste. Nous avons découvert quelque chose concernant l'affaire de votre fille. » La tasse à café glissa des doigts de June et se brisa sur le sol de la cuisine. 14 ans. Cela faisait 14 ans que personne n'avait appelé pour parler d'Emma et Sophie. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait plus fort le téléphone. « Quoi ? Que as-tu trouvé ?» Sa voix était à peine un murmure. « Madame, je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir au poste ? C'est urgent. » Marcus, le mari de June, apparut dans l'embrasure de la porte, alarmé par le choc. Elle croisa son regard et il comprit immédiatement. Après toutes ces années, il parvenait encore à communiquer sans mots lorsqu'il s'agissait de leur fille. Pendant le trajet jusqu'au commissariat, June repensa à cette horrible journée, 14 ans plus tôt. Juillet avait été exceptionnellement chaud, idéal pour leur visite annuelle à la maison de vacances. Les filles étaient surexcitées, Emma, 4 ans seulement, serrant son lapin en peluche préféré contre elle, et Sophie, 7 ans, essayant déjà de faire les grandes, remplissant soigneusement sa bouteille thermos spéciale au sel en inox décorée de papillons autocollants qu'elle avait elle-même décorés. Au début, le pique-nique avait été idyllique. Ils avaient étendu leur couverture à l'endroit habituel, assez près de la lisière de la forêt pour que les grands pins leur offrent de l'ombre, mais assez loin pour pouvoir regarder les filles jouer dans l'herbe. Sophie avait appris à Emma à faire la roue, et toutes deux riaient aux éclats en voyant les jambes potelées d'Emma bouger dans tous les sens, sauf en haut. « Je vais commencer à ranger », avait dit June à Marcus, en commençant à ramasser les assiettes en carton et les restes de sandwich. Il l'avait rejointe, et tous deux étaient retournés à la voiture avec la glacière et les provisions de pique-nique. Ça n'avait pas duré plus de 10 minutes, 15 tout au plus. Lorsqu'ils étaient revenus chercher la couverture, les filles étaient parties. Au début, elles avaient crié d'un ton désinvolte, « Sophie, Emma, il est temps d'y aller. » Mais à mesure que le silence se prolongeait, leurs appels anodins se transformèrent en cris frénétiques. Elles avaient fouillé les environs, puis appelé la police. Des équipes de recherche avaient ratissé la forêt pendant des semaines. Des volontaires de 3 comtés s'étaient joints à l'effort. Mais c'était comme si la terre avait tout simplement englouti leurs filles. L'inspecteur Harrison les attendait dans le hall du commissariat, le visage grave. Il était plus jeune que l'inspecteur qui avait traité l'affaire initiale, mais son regard exprimait le même mélange de distance professionnelle et de sincère sympathie. « M et Madame Morrison, venez avec moi. » Il les conduisit dans une petite salle de conférence où un autre inspecteur attendait. Sur la table se trouvait une boîte à preuves, scellée et étiquetée. June sentit ses jambes faiblir tandis qu'elle s'affaissait sur une chaise. Il y a 3 jours, un blogueur nommé Mike Garrett était en forêt avec son détecteur de métaux, commença l'inspecteur Harrison. Il anime une chaîne de chasse au trésor en ligne et publie des vidéos de ses trouvailles. Il cherchait près de la section de forêt ancienne lorsque son détecteur s'est détraqué près d'un grand chêne. L'inspecteur sortit une photo montrant l'écran numérique d'un détecteur de métaux. Les chiffres rouges indiquaient 99, une valeur extrêmement élevée. Il pensait avoir trouvé quelque chose de précieux, peut-être de vieilles pièces ou des reliques. Le signal était si fort qu'il a passé des heures à creuser soigneusement. Ce qu'il a trouvé. Harrison marqua une pause, visiblement incapable de continuer. Il a trouvé des restes humains et ceci. Les mains gantées, l'inspecteur sortit un sac transparent contenant des preuves de la boîte. À l'intérieur se trouvait une bouteille thermos en acier inoxydable, ternie et sale,
mais reconnaissable entre mille. June pouvait encore voir les restes d'autocollants papillons collés à sa surface. Non, murmura June en attrapant le sac d'une main tremblante. C'est le thermos de Sophie. Elle l'avait au pique-nique. Elle en était si fière. Elle ne laissait pas Emma boire dedans, car elle disait qu'Emma le rendrait collant. Sa voix se brisa complètement. Marcus lui saisit les épaules tandis que l'inspecteur Harrison continuait doucement. Il y avait aussi des restes de tissu correspondant à des vêtements, un motif Vichy vert, la robe préférée de Sophie, celle qu'elle avait insisté pour porter au pique-nique, même si un short aurait été plus adapté pour jouer. Mais Sophie adorait la façon dont la jupe tournoyait quand elle tournoyait. Nous avons pu récupérer suffisamment de restes pour permettre l'identification. Le dossier dentaire confirme qu'il s'agit de Sophie. La pièce tournoya. June s'entendit sangloter au loin. Elle sentit les bras de Marcus autour d'elle, mais ne parvenait pas à ressentir cette sensation. Sa fille de 7 ans, sa brillante, autoritaire et belle Sophie gisait dans le sol froid, à quelques kilomètres de l'endroit où ils avaient cherché. Toutes ces années d'espoir, d'imagination de scénarios élaborés où les deux filles avaient été enlevées mais maintenues en vie, prises en charge par quelqu'un qui voulait juste avoir ses propres enfants, pensa June. Ça change tout, dit doucement l'inspecteur Harrison. Ce n'est plus une affaire de disparition. C'est une enquête pour homicide. Nous réexaminons chaque piste, chaque personne interrogée il y a 14 ans. Et Emma, demanda Marcus d'une voix rauque. Y avait-il des signes d'Emma? Pas à cet endroit, mais nous élargissons immédiatement les recherches. Toutes les ressources disponibles sont déployées. Nous allons ratisser chaque recoin de cette forêt. Si Emma est. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. S'il y a quelque chose à trouver, nous le trouverons. Tu crois qu'elle pourrait être encore en vie? Demanda June en lisant entre les lignes. Si quelqu'un les a prises et que seule Sophie est enterrée là, alors peut-être Emma. On ne peut rien exclure pour l'instant. L'inspecteur Harrison hocha la tête. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Restez dans les parages pendant les recherches. Pouvez-vous le faire? Je sais que tu habites à 3 heures de route maintenant, continua-t-il, mais la maison de vacances. Marcus l'interrompit, on en est toujours propriétaire. On n'aurait pas osé le vendre, mais on n'y est pas retourné depuis. On peut y rester. L'inspecteur Harrison hocha la tête. Ce serait utile. Il va falloir tout revoir, tous ceux qui étaient présents ce jour-là, tous ceux qui connaissaient votre routine, tous ceux qui ont manifesté un intérêt inhabituel pour les filles ou l'affaire. Je sais que vous avez déjà vécu cela, mais avec ces nouvelles preuves, un déclic pourrait se produire, apparemment sans conséquence. June fixait le sac contenant le thermos de Sophie à un si petit objet pour avoir déclenché une découverte aussi monumentale. Elle pensa à Mike Garrett, le chasseur de trésors, qui s'attendait à trouver de vieilles pièces ou des bijoux, découvrant le pire cauchemar de tout parent, la quête d'un trésor et la tragédie. Quand pourrons-nous la voir? Demanda doucement June. Le médecin légiste doit encore effectuer l'examen complet, mais oui, une fois cela fait, nous pouvons organiser vos adieux dans les règles de l'art. 14 années d'incertitude s'étaient soldées par la pire des réponses pour Sophie. Mais en serrant la main de Marcus, June sentit une petite étincelle de ce qu'elle croyait perdu à jamais, l'espoir. Si quelqu'un avait gardé Emma, s'il y avait la moindre chance que sa petite fille soit encore en vie quelque part, il fallait essayer. Nous irons à la maison aujourd'hui, dit June, debout sur des jambes instables. Et inspecteur Harrison. Merci de nous avoir appelés vous-même et d'avoir traité cette affaire avec autant de soin. L'inspecteur hocha la tête. Nous allons découvrir ce qui est arrivé à vos filles, Madame Morrison. Je vous le promets. L'allée de gravier craquait sous leurs pneus alors que Marcus s'engageait sur le chemin familier. June sentit son souffle se bloquer lorsque la maison de vacances apparut à travers les pins. Elle était restée exactement la même, le bardage en bois patiné, la véranda qui entourait la maison où les filles jouaient à des jeux de société les jours de pluie, la balançoire encore accrochée au vieil érable sa corde désormais effilochée et grise. Marcus coupa le moteur et ils restèrent un moment silencieux.
Aucun des deux ne voulait être le premier à ouvrir la porte, à briser le sceau de cette capsule temporelle de leur ancienne vie. On n'est pas obligé de faire ça, dit Marcus doucement. On pourrait loger dans un hôtel en ville. June secoua la tête. L'inspecteur a dit qu'il pourrait avoir besoin de nous à tout moment. Et si Emma est quelque part, je veux être à proximité. La porte d'entrée était légèrement coincée, gonflée par des années de négligence. Lorsqu'elle finit par céder, l'air vicié s'engouffra à leur rencontre. Des grains de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi, s'infiltrant par les fenêtres. Tout était exactement comme ils l'avaient laissé lors de cette dernière nuit frénétique, 14 ans plus tôt, lorsqu'ils avaient finalement renoncé à attendre près du téléphone et étaient retournés en ville, incapables de supporter un instant de plus dans la maison où résonnait l'absence de leur fille. June errait dans les pièces tel un fantôme. Le salon abritait encore les photos de famille sur la cheminée, leur dernier Noël ensemble, Sophie sans ses 2 dents de devant et Emma couverte de glaçage au biscuit, des vacances à la plage de l'année précédente, les 2 filles construisant des châteaux de sable avec une concentration intense. Dans la cuisine, son cœur se serra. Les dessins d'Emma étaient toujours accrochés au réfrigérateur avec des aimants alphabétiques, des figures grossières au crayon, étiquetées Emma, PADASOFE, de la main d'Emma, alors qu'elle avait 4 ans, un dessin de leur maison avec des fleurs disproportionnées et un soleil souriant. June traçait les lignes cireuses d'une main tremblante. Les équipes de recherche se rassemblent au poste de garde forestier, dit doucement Marcus en lui touchant l'épaule. On devrait aller les voir, leur dire qu'on est là. Le poste de garde forestier se trouvait à la lisière de la forêt, transformé en centre de commandement. Véhicules de police, voitures de bénévoles et cars de presse encombraient le parking habituellement vide. Des bandes jaunes délimitaient les zones et des agents en uniforme dirigeaient le chaos organisé. C'est alors que June le vit. Le garde forestier Mitchell se tenait près d'une table pliante recouverte de cartes, désignant un groupe de bénévoles. Ses cheveux étaient plus gris, son uniforme plus serré, mais son allure était reconnaissable entre toutes, la même attitude excessivement serviable, la même façon de se placer au centre de tout. La peau de June picotait, le même malaise qu'elle avait éprouvé 14 ans plus tôt. Mitchell était le garde forestier de service ce jour-là ou le dernier à avoir vu ses filles vivantes lors de sa ronde dans l'aire de pique-nique. Lors des premières recherches, il avait été partout, coordonnant les bénévoles, suggérant des schémas de recherche, proposant des théories. Trop impliquée, avait-elle alors pensé, trop intéressée par chaque détail de notre routine familiale, posant des questions qui semblaient outrepasser ses obligations professionnelles. Elle l'observait alors guider les bénévoles à travers le quadrillage de la forêt. Son doigt traçait la carte, et elle remarqua quelque chose qui lui serra l'estomac, il éloignait les équipes de la partie nord, comme il l'avait fait lors des recherches initiales. Cette zone est trop dangereuse, l'entendit-elle dire à un groupe de bénévoles enthousiastes. Sol instable, ancien puits de mine. Nous allons suivre les sentiers balisés pour l'instant. Mais June se souvenait de cette région, elles y avaient fait de nombreuses randonnées avec les filles. Il n'y avait pas de puits de mine, pas de terrain instable, juste une forêt dense et quelques affleurements rocheux que Sophie adorait escalader. Inspecteur Harrison. June s'approcha de l'inspecteur, qui discutait avec d'autres agents. « Puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle en le prenant à part et en jetant un coup d'œil derrière elle pour s'assurer que Mitchell ne l'entende pas. Ce garde forestier, Mitchell, fait la même chose qu'il y a 14 ans, il éloigne les gens de certaines zones. L'inspecteur Harrison suivit son regard. Tom Mitchell a joué un rôle essentiel dans l'organisation des bénévoles. Il connaît cette forêt mieux que quiconque. C'est tout à fait ça, insista June. Lors de la première recherche, il connaissait parfaitement les habitudes de notre famille, l'heure à laquelle nous arrivions habituellement pour les pique-niques, les endroits où les filles aimaient jouer, les sentiers que nous privilégions. J'ai trouvé ça bizarre à l'époque, mais tout le monde disait que j'étais juste traumatisé, cherchant un coupable. L'expression du détective resta neutre. A-t-il jamais fait quelque chose de particulièrement suspect? Des contacts inappropriés avec vos filles? Non, répondit June, peinant à exprimer la terreur latente que Mitchell inspirait. C'était toujours lui qui me réconfortait pendant la recherche,
toujours en train de m'interroger sur les habitudes des filles, leur jeu préféré. Il fut le dernier à les voir ce jour-là, il fit sa ronde dans l'aire de pique-nique une vingtaine de minutes avant qu'on ne remarque leur disparition. « Madame Morrison, je comprends vos inquiétudes, dit prudemment l'inspecteur Harrison. Mais sans preuve concrète, je ne peux pas agir à l'instinct. Mitchell a un dossier impeccable, il a participé à des dizaines de recherches au fil des ans. » Avant que June puisse répondre, une ombre les recouvrit. Mitchell se tenait là, le visage buriné, ridé par l'inquiétude. « June Morrison, dit-il d'une voix qui avait le même ton familier dont elle se souvenait. J'ai entendu dire que tu étais de retour. Je suis profondément désolé pour Sophie. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à tes filles, pas un jour ne s'est écoulé sans que je me pose la question. » Il tendit la main comme pour lui toucher le bras, et June recula instinctivement. Les yeux de Mitchell s'illuminèrent de l'agacement? De la douleur? Avant de retrouver leur expression compatissante. « J'aimerais vous aider autant que je peux, poursuivit-il. D'ailleurs, je pourrais vous montrer l'endroit exact où les filles ont été vues en train de jouer pour la dernière fois. Parfois, retourner à un endroit peut réveiller des souvenirs des détails qui auraient pu passer inaperçus. J'ai une pause dans 1 heure si vous souhaitez que je vous explique comment faire. » C'est gentil de ta part, intervint Marcus en apparaissant aux côtés de June, mais nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Mitchell hocha la tête avec compréhension, mais son regard s'attarda sur June. Bien sûr. Dès que tu seras prête, je serai là. Je suis toujours là. Alors qu'il s'éloignait, June prit la main de Marcus. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Je l'ai senti à l'époque et je le sens encore. Marcus le serra contre lui. Je sais, mais l'inspecteur a raison. Il nous faut des preuves. Pour l'instant, on se contente d'observer et d'attendre. June hocha la tête. Mais tandis qu'elle regardait Mitchell retourner à ses cartes, éloignant d'autres volontaires de la section nord avec des explications détaillées sur les problèmes de sécurité, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que la solution à la disparition de leur fille était sous leurs yeux depuis le début. June remplissait la cafetière pour ce qui lui semblait être la 100e fois lorsqu'elle entendit une portière claquer dehors. Par la fenêtre de la cuisine, elle vit son frère Daniel sortir de son SUV, le visage crispé par l'inquiétude. Il avait parcouru les 6 heures de route depuis la ville en un temps record. June. Daniel la serra violemment dans ses bras dès qu'elle ouvrit la porte. J'ai tout laissé tomber dès que j'ai appris la nouvelle. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient retrouvé Sophie. Mais Emma, il y a encore de l'espoir pour Emma, n'est-ce pas? June hocha la tête contre son épaule, réconfortée par la présence familière de son jeune frère. Daniel avait toujours été protecteur envers les filles, cet oncle jovial qui leur apportait trop de cadeaux et leur apprenait des tours de cartes lors des réunions de famille. La police étend ses recherches, réussit-elle à dire. Il pense que celui qui les a enlevés a peut-être retenu Emma. Alors on la retrouvera, dit Daniel fermement. Quoi qu'il en coûte. En quelques heures, la maison de vacances s'est transformée en un centre de commandement animé. La famille élargie est arrivée par vagues, des cousins que June n'avait pas vus depuis des années, la sœur de Marcus, venue de la côte, de vieux amis qui avaient participé aux recherches 14 ans plus tôt. Les pièces silencieuses et poussiéreuses s'emplirent de voix, de provisions et d'une énergie née à la fois du chagrin et de l'espoir. La tante de June coordonna la nourriture pour les volontaires de recherche, s'emparant de la cuisine avec une efficacité militaire. Les voisins apportèrent des casseroles et des tasses à café. Quelqu'un installa une ligne téléphonique. La table de la salle à manger disparut sous des cartes, chaque section étant marquée de coordonnées et des équipes de recherche assignées. Lors de la réunion d'information du poste de garde cet après-midi-là, l'inspecteur Harrison s'est adressé à la foule de bénévoles. Daniel se tenait à l'avant, écoutant attentivement l'inspecteur expliquer les paramètres des recherches. Les restes ont été découverts ici, a déclaré l'inspecteur Harrison en désignant un point sur la carte agrandie. Nous étendons nos recherches dans toutes les directions, en accordant une attention particulière aux zones présentant un relief similaire, arbres centenaires, circulation piétonnière minimale. Daniel leva la main.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la découverte du détecteur de métaux? Quel réglage a permis de détecter le thermos? Le détective parut surpris par la question technique. La vidéo du blogueur montrait qu'il utilisait le mode de discrimination réglé pour détecter les métaux non ferreux. La mesure était de 99 pouces. C'est extrêmement élevé, dit pensivement Daniel. L'acier inoxydable déclencherait certainement ce phénomène. Avons-nous d'autres détecteurs disponibles? D'autres fréquences pourraient détecter d'autres objets métalliques, fermetures éclairs, boutons, bijoux que les filles auraient pu porter. June ressentit une vague de gratitude pour l'approche pragmatique de son frère. Tandis que d'autres étaient émus, Daniel se concentrait sur la méthodologie, sur des moyens concrets d'aider. Nous disposons de plusieurs unités de détection, confirma l'inspecteur Harrison. Des équipes formées à leur utilisation seront déployées stratégiquement. June remarqua que le garde forestier Mitchell observait leur famille depuis l'autre côté de la pièce, son regard particulièrement fixé sur Daniel. Lorsque les volontaires commencèrent à s'inscrire pour les secteurs de recherche, Daniel se dirigea immédiatement vers le cadran nord. « Je prends la section N7, » annonça Daniel en désignant la zone que Mitchell avait déclarée dangereuse. Mitchell intervint rapidement. « C'est un terrain accidenté, déconseillé aux civils. Peut-être seriez-vous plus à même de... » « Je suis un randonneur expérimenté, » l'interrompit Daniel. « J'ai fait partie du club d'alpinisme à l'université. Je peux affronter les terrains accidentés. » Mitchell serra les dents, mais avant qu'il puisse protester davantage, d'autres bénévoles avaient déjà commencé à s'inscrire pour les sections adjacentes. June observa l'échange avec intérêt. Pourquoi Mitchell était-il si déterminé à tenir les gens à l'écart de cette zone? Les recherches commencèrent à l'aube le lendemain matin. June rejoignit l'équipe de son frère, accompagné de Marcus et de plusieurs cousins. Ils avancèrent prudemment dans la forêt, les bras écartés, scrutant le sol du regard à la recherche de la moindre trace de trace. 3 heures plus tard, une bénévole nommée Carole s'écria avec enthousiasme, « J'ai trouvé quelque chose. Regardez, c'est un ruban. » Tout le monde se rapprocha. Accroché à une branche basse se trouvait un petit ruban à cheveux, délavé et patiné, mais toujours d'un rose reconnaissable. Daniel s'avança avec les autres, s'agenouillant pour l'examiner attentivement. Serait-ce celui d'Emma? June, tu te souviens si elle portait des rubans à cheveux? June examina le morceau de tissu, le cœur battant. C'est vrai, mais je ne sais pas si c'est le sien. Il aurait pu être là depuis des années, de n'importe qui. On devrait quand même l'arrêter, dit Daniel. Chaque preuve compte, non? Tandis que le photographe de la police documentait la découverte, June remarqua que Mitchell s'était matérialisé à proximité, alors qu'il était censé superviser un autre secteur. Debout à la lisière de la forêt, il observait attentivement leur groupe. Lorsqu'elle croisa son regard, il lui adressa le même sourire inquiet avant de se fondre à nouveau dans la végétation. « Marcus, » murmura June à son mari, « Mitchell n'arrête pas d'apparaître partout où nous sommes. Tu ne trouves pas ça bizarre? » Mais Marcus n'écoutait pas. Il observait Daniel, qui s'était éloigné du groupe et faisait les 100 pas près de la lisière de la forêt, son téléphone collé à l'oreille. June n'entendait pas la conversation, mais le langage corporel de Daniel était agité, une main lui passant sans cesse dans les cheveux. Au bout de quelques minutes, Daniel rangea son téléphone dans sa poche et s'approcha d'eux. « Et, je dois retourner en ville chercher du matériel pour les équipes de recherche. Bouteilles d'eau, barres énergétiques, trousses de premiers secours, on en manque. »« Je viens avec toi, » proposa Marcus. « C'est beaucoup à porter tout seul. »« Non, non, » dit rapidement Daniel. « Tu devrais rester ici avec June. Je serai plus rapide tout seul. Il y a quelque chose que je dois vérifier de toute façon. Une question de travail. Malgré tout ce qui se passe, certains incendies ne peuvent pas attendre. » June regarda son frère se précipiter vers le parking, son urgence semblant excessive pour une simple course de ravitaillement. Derrière elle, elle sentit plutôt qu'elle ne vit Mitchell observer avec intérêt leur drame familial.
Daniel t'a semblé bizarre, demanda Marcus doucement. June voulut dire oui, mais son attention fut reportée sur Mitchell, qui parlait maintenant dans sa radio, les yeux toujours fixés sur la silhouette de Daniel qui s'éloignait. Tout le monde regardait tout le monde, réalisa TL. La découverte de Sophie avait brisé leur chagrin secret, et la suspicion s'infiltrait désormais comme l'eau découvrant les failles cachées dans la pierre. La liste de provisions de June froissait dans sa main tandis qu'elle entrait en ville. Les équipes de secours consommaient eau et matériel de premier secours plus vite que prévu. Elle s'était portée volontaire pour faire un tour à la pharmacie, en partie pour aider, mais surtout pour échapper à l'atmosphère oppressante de la maison, où chaque recoin était chargé de souvenirs. En entrant dans le centre commercial, elle aperçut immédiatement le SUV noir de Daniel. Mais au lieu d'être garée sur les nombreuses places près de l'entrée principale, elle était seule sur le parking arrière, en marche arrière, comme pour une sortie rapide. Étrange. Daniel avait dit qu'il rentrait chez lui dans 40 minutes pour un appel professionnel important. June se gara sur une place à l'avant et resta assise un moment, le malaise lancinant. Pourquoi Daniel mentirait-il sur sa destination? Et pourquoi se garer si bizarrement? Elle attrapa son sac à main et décida d'aller voir s'il avait besoin de quelque chose pour les recherches. Les portes automatiques s'ouvrirent brusquement, libérant un souffle d'air conditionné. June parcourut les allées, s'attendant à trouver Daniel au rayon snack en train de faire le plein de barres énergétiques. Au lieu de cela, elle le remarqua au comptoir de la pharmacie, au fond, un panier débordant à ses pieds. Elle s'arrêta derrière un présentoir de vitamines, l'observant. Daniel déchargeait son panier sur le comptoir, des paquets en vrac de produits d'hygiène féminine, plusieurs boîtes, des bouteilles d'antiseptiques de taille industrielle, de la gaze, des bandages, du sparadrap médical, des caisses de barres protéinées et suffisamment d'eau en bouteille pour remplir un bunker. C'est une sacrée prise, commenta la pharmacienne en commençant à scanner. C'est votre troisième gros achat cette semaine, n'est-ce pas? Vous remplissez un abri, ou quelque chose comme ça? Le rire de Daniel était forcé. Un truc comme ça. Juste, tu sais, la saison des ouragans approche. Il faut être prêt. La saison des ouragans en montagne. Le pharmacien haussa un sourcil, mais continua son examen. June recula un peu plus dans le rayon. Pourquoi Daniel aurait-il besoin d'autant de produits d'hygiène féminine? Il vivait seul, célibataire depuis son divorce 5 ans plus tôt, et c'était son troisième achat important. Ce sera tout, demanda le pharmacien. Cela représente 48 723 $. Daniel chercha son portefeuille et c'est là qu'il aperçut June. Son visage passa rapidement par plusieurs expressions, surprise, inquiétude, puis un sourire forcé. June, que fais-tu ici? Elle sortit de derrière le présentoir. Je vais chercher du matériel pour les équipes de recherche. J'ai vu ta voiture et je voulais voir si tu avais besoin de quelque chose. Son regard se porta sur les sacs que le pharmacien remplissait. C'est beaucoup de fournitures. Oh, ça, le visage de Daniel rougit. Je fais un don à un refuge pour femmes. Ils ont lancé un appel à dons. Tu me connais, je suis toujours prêt à aider. Le mensonge était si évident qu'il flottait entre eux. June n'avait jamais vu Daniel se porter volontaire, et sa nervosité lui donnait la chair de poule. Il faut vraiment que j'y aille, dit Daniel rapidement en tendant sa carte de crédit au pharmacien. Cette visite professionnelle, vous savez, ne peut pas faire attendre le client. Il attrapa les sacs à la hâte, les manipulant maladroitement en se précipitant vers la sortie. June le suivit, le regardant se précipiter vers son SUV. Il chercha ses clés et en laissa tomber un. Alors qu'il se penchait pour le récupérer, le haillon automatique s'ouvrit et June aperçut l'espace de chargement, des cadenas neufs encore dans leur emballage, une corde jaune enroulée, d'autres bouteilles d'eau. Daniel jeta rapidement les sacs et claqua le haillon, mais June n'eut pas le temps de tout voir. Il grimpa au volant sans un mot, quittant le parking à toute vitesse, laissant des traces de pneus. Ce soir-là, June ne parvenait à se concentrer sur rien. Elle piochait dans le ragoût qu'on lui avait apporté,
le faisant tourner dans son assiette tandis que Marcus racontait l'avancement des recherches de la journée. Daniel s'est comporté de façon étrange aujourd'hui, a-t-elle fini par l'interrompre. À la pharmacie, il a acheté toutes ses fournitures, des produits d'hygiène féminine, du matériel médical, de la nourriture et de l'eau pour des mois, et il y avait des cadenas dans sa voiture, et de la corde. Marcus posa sa fourchette. Peut-être qu'il fréquente quelqu'un dont il ne nous a pas parlé. Tu sais à quel point Daniel est discret sur ses relations. Marcus, dit-elle, il achetait des produits d'hygiène féminine en vrac des caisses entières et le pharmacien a dit que c'était son 3e gros achat cette semaine. Qui a besoin d'autant? Et il n'arrête pas de poser des questions sur les procédures policières. Aujourd'hui, il voulait en savoir plus sur la collecte de preuves, la chaîne de traçabilité. Hier, il s'agissait de la durée de conservation de l'ADN dans différentes conditions. Pourquoi aurait-il besoin de savoir ça? Marcus lui prit la main. Tu es épuisé. Nous le sommes tous. Daniel essaie juste d'aider à sa façon, peut-être en se préparant trop, car il se sent aussi impuissant que nous. June voulait le croire, mais, allongée dans son lit ce soir-là, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux provisions dans la voiture de Daniel, à son air coupable lorsqu'elle l'avait surpris à la pharmacie, et à sa fuite, tel un homme qui a des secrets à cacher. Tout le monde regardait le garde forestier Mitchell. June fixait le plafond, observant les ombres des pins danser sur les vieilles poutres. À côté d'elle, la respiration de Marcus était profonde et régulière, mais le sommeil la fuyait complètement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage coupable de Daniel à la pharmacie, les cadenas de sa voiture, sa fuite comme un criminel pris en flagrant délit. Elle n'en pouvait plus. Elle secoua doucement l'épaule de Marcus. Marcus, réveille-toi, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Il remua, sonné. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause des recherches. C'est à cause de Daniel, dit-elle, les mots se bousculant dans l'obscurité. Je n'arrête pas de penser à son comportement, aux fournitures de la pharmacie, à sa façon de disparaître à des heures fixes, à sa nervosité. Quelque chose ne va pas. Marcus se redressa en se frottant les yeux. June, c'est ton frère. Tu le connais depuis toujours. C'est justement ça. June alluma la lampe de chevet et sortit son téléphone. Tout à l'heure, je fouillais dans de vieilles photos sur mon cloud, à la recherche d'autres photos des filles pour la police. Regarde ça. Elle lui montra photo après photo. Daniel à la maison de vacances pour le 4 juillet. Daniel à leur chasse aux œufs de Pâques. Daniel apparaissant en arrière-plan sur des photos dont elle ne se souvenait même pas qu'il était présent. Il venait bien plus souvent que dans mes souvenirs, dit June. Parfois, il débarquait comme ça. Pas besoin d'invitation. Il connaissait nos habitudes, quand nous étions là où les filles aiment jouer. Juin. La voix de Marcus était pleine d'avertissement. Je sais ce que ça donne. Elle pressa ses paumes contre ses yeux. Mais rappelez-vous ce que l'inspecteur Harrison a dit lors de l'enquête initiale, c'est souvent la personne la plus inattendue, celle qu'on ne soupçonne jamais. C'est de Daniel dont on parle. Il adorait les filles. Peut-être trop. Ces mots lui semblaient empoisonnés. Aujourd'hui, il a demandé précisément si des chiens policiers seraient utilisés pour les recherches de demain. Il a dit qu'il était allergique mais Marcus, Daniel n'a jamais été allergique aux chiens. Souviens-toi, il avait ce berger allemand depuis des années. Ils restèrent silencieux quelques minutes, le poids du soupçon s'installant entre eux comme une troisième présence dans la pièce. Même si quelque chose cloche, dit Marcus prudemment, on ne peut pas l'accuser simplement sur la base de ses habitudes d'achat bizarres et de sa nervosité. Tout le monde se comporte bizarrement en ce moment. Regarde Mitchell, rétorqua June. Tu es convaincu qu'il est impliqué aussi. Et si on lui parlait tout simplement, suggéra June. Demain matin, on ira chez lui. On clarifiera les choses. S'il y a des explications raisonnables à tout ça, alors on saura. On ne peut pas nourrir ses soupçons dans son dos. Marcus hocha lentement la tête. Tu as raison.
Mieux vaut aborder le sujet directement. Mais June, il faut être prudent dans notre approche. Si on a tort, on va détruire ma relation avec mon frère. Je sais. La voix de June était à peine un murmure. Mais si on a raison et qu'on ne fait rien. Ils convinrent de rendre visite à Daniel dès le matin avant la reprise des recherches. June s'endormit enfin vers 5 heures, ses rêves peuplés de détecteurs de métaux, de numéros hurlants et du SUV de Daniel s'éloignant dans l'obscurité. Elle fut réveillée par la sonnerie insistante du téléphone de Marcus. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres. Ils avaient trop dormi. Inspecteur Harrison, répondit Marcus, la voix voilée par le sommeil. Oui, c'est Marcus Morrison. June vit le visage de son mari changer tandis qu'il écoutait, devenant alerte et inquiet. Là, mais on allait. Il marqua une pause, l'oreille tendue. Non, je comprends. Des preuves concernant mes collègues. Je ne comprends pas ce que ça peut vouloir dire. June se redressa et murmura, que se passe-t-il? Marcus couvrit le téléphone. Ils ont besoin de moi au poste immédiatement. Quelque chose à propos de nouvelles preuves qui pourraient relier des gens de mon bureau il y a 14 ans. Nous deux? Non, il a expressément demandé que je vienne seul. Il dit que ce sont des informations sensibles. Marcus enfilait déjà ses vêtements. Je suis désolé. Je savais qu'on allait parler à Daniel. Vas-y, dit June, malgré un malaise qui lui tordait l'estomac. Ça pourrait être important. Marcus l'embrassa sur le front. Je reviens au plus vite. Attends-moi peut-être avant d'aller chez Daniel. Mais en entendant la voiture s'éloigner, June comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Les questions la rongeaient. Elle irait chez Daniel juste pour parler. Quel mal y aurait-il à parler à son propre frère? Elle s'habilla rapidement, essayant d'ignorer la voix intérieure qui lui murmurait des avertissements. Daniel était de la famille. Il devait y avoir une explication innocente à tout. Il le fallait. June s'engagea dans l'allée de Daniel, les mains légèrement tremblantes sur le volant. Sa maison était située sur un terrain boisé de 2 hectares que leur père lui avait légué, suffisamment loin des voisins pour garantir une intimité absolue. Elle avait toujours trouvé étrange que Daniel choisisse un tel isolement après son divorce, mais cette solitude lui semblait désormais inquiétante. Daniel ouvrit la porte, toujours en pyjama, visiblement surpris. « June, que fais-tu ici si tôt ? » « Il faut qu'on parle, » dit-elle en s'efforçant de garder une voix posée. « D'hier, de tout. » Son expression se teinta d'inquiétude. « Bien sûr. »« Entre, je vais préparer du thé. » Elle le suivit à travers les pièces familières, des photos de réunions de famille alignées dans le couloir. Elle était là avec la petite Emma. Il y avait les filles avec Daniel à Noël. Des photos de famille ordinaires, désormais teintées de ses soupçons. Dans la cuisine, Daniel remplissait la bouilloire d'un geste précis et contrôlé. « Je sais que j'ai un comportement étrange, » dit-il sans se retourner. Toute cette histoire avec Sophie, la recherche d'Emma, ça fait remonter beaucoup d'émotions. June émit un son évasif, son regard scrutant la cuisine. C'est alors qu'elle les vit, des tickets de caisse éparpillés sur le comptoir près de son ordinateur portable. Elle s'approcha tandis que Daniel s'affairait avec des tasses et des sachets de thé ou des cadenas industriels de quincaillerie, plusieurs colis, des panneaux de mousse insonorisante. Son estomac se serra en lisant la liste détaillée. Pourquoi aurait-on besoin de matériaux d'insonorisation? Un autre ticket de caisse attira son attention, une bâche en polyéthylène très résistante. De l'eau de javel industrielle. Mensonge. Par la fenêtre de la cuisine, quelque chose d'autre attira son attention. Au fond de la propriété, partiellement caché par des buissons envahissants, se trouvait l'ancien bunker anti-tempête. Elle avait oublié son existence. Leur père l'avait construit pendant la paranoïa de la guerre froide des années 1960. Une structure en béton armé enfoncée dans le sol. Daniel avait prétendu l'avoir scellée des années auparavant, la qualifiant de danger, mais la végétation autour de l'entrée avait été récemment déblayée.
Trouvant quelque chose d'intéressant, June se retourna. Daniel se tenait juste derrière elle, non plus près du poêle. Son visage avait changé, son masque de frère inquiet s'effondrant pour révéler quelque chose de froid et d'inconnu. J'étais juste. June fit un faible geste vers les tickets de caisse. Ils étaient là. Tu as toujours été trop curieuse, dit-il. Sa main se dirigea nonchalamment vers le porte-couteau sur le comptoir. Toujours à fouiller là où il ne fallait pas, comme ce jour-là au pique-nique. Quoi? La bouche de June s'assécha. Tu aurais dû les surveiller. Ses doigts s'enroulèrent autour du manche d'un grand couteau de cuisine. Au lieu de ça, tu étais tellement concentré sur le nettoyage, sur la perfection à aller-retour à la voiture, les laissant tranquilles. Daniel, qu'est-ce que tu racontes? Ils étaient si beaux, June. Si parfaits et innocents. Sa voix avait pris un ton rêveur qui lui donna la chair de poule. Ils étaient censés être préservés comme ça, protégés, à l'abri du monde hideux. June se dirigea vers la porte. Il faut que j'appelle Marcus. Daniel avança plus vite qu'elle ne l'aurait cru, lui barrant le passage. Le couteau étincelait dans sa main. Tu ne vas nulle part. Tu gâches toujours tout. Tu dois toujours t'en mêler. Daniel, s'il te plaît. Ils étaient à moi, explosa-t-il, la bave aux lèvres. Je les aime plus que tu ne pourrais jamais. Toi et Marcus, si insouciants avec des cadeaux si précieux. Ce jour-là, au pique-nique, quand je les ai vus seuls, c'était comme le destin, le moment parfait que j'attendais. Les jambes de June menaçaient de céder. Tu les as pris. Tu as pris mes bébés. Son visage se tordit d'une fureur moralisatrice. Je les ai sauvés ou de grandir dans ce monde immonde, de devenir déçus et amers comme tout le monde. Il lui saisit le bras de sa main libre, le couteau appuyé contre ses côtes. Allez, puisque mes achats t'intéressent tant, laisse-moi te montrer à quoi ils servent. Il la força à sortir par la porte de derrière et à traverser la cour en direction du bunker. L'esprit de June s'emballa, cherchant une échappatoire, mais Daniel maintint fermement le couteau contre son flanc. Pendant 14 ans, je l'ai gardée parfaite. Il divaguait en marchant. Ma petite Emma. Sophie était trop difficile, trop obstinée, toujours en train de pleurer pour toi. Mais Emma était assez jeune pour oublier, pour apprendre qu'oncle Danny était désormais tout son monde. Il tâtonna avec un lourd cadenas sur la porte du bunker, puis l'ouvrit d'un coup sec. Des marches en béton descendaient dans l'obscurité. Une odeur de terre humide et d'autre chose ou une présence humaine monta. Bouge, ordonna-t-il en la forçant à descendre les marches. Des bandes LED alimentées par batterie fournissaient un éclairage tamisé. Alors que ses yeux s'habituaient, June fut frappée par l'horreur de ce qu'elle voyait. L'espace avait été transformé en pièce à vivre, si tant est qu'on puisse appeler cela une pièce à vivre, des toilettes chimiques dans un coin, des piles de conserves et de bidons d'eau le long d'un mur, un petit lit avec des sangles en cuir fixées au cadre, et au fond, blotti sur une pile de couvertures, une jeune femme. Oncle Danny, la voix était aiguë, enfantine malgré son corps de 18 ans. Qui est-elle? Je n'aime pas les étrangers. Les genoux de June cédèrent. Même après 14 ans, malgré ses joues creuses et ses cheveux emmêlés, elle connaissait ce visage. Emma, murmura-t-elle. Emma pencha la tête, perplexe. Comment sait-elle mon nom, oncle Danny? Tu as dit que personne d'autre ne me connaissait. La porte du bunker claqua au-dessus d'eux. Les pas de Daniel résonnèrent lourdement dans l'escalier tandis qu'il descendait, le couteau toujours à la main. La porte du bunker claqua dans un bruit métallique qui résonna jusqu'aux os de June. Elle entendit le cadenas s'enclencher. Puis les pas de Daniel résonnèrent sur le sol, d'avant en arrière, comme un animal en cage. Sa voix étouffée descendait, des mots indistincts mais un ton agité, se disputant avec lui-même. June se tourna vers sa fille, sa petite fille, devenue une jeune femme qu'elle reconnaissait à peine. Emma s'était recroquevillée dans un coin, les bras autour de ses genoux, se faisant aussi petite que possible. Emma, ma chérie,
dit doucement June en se rapprochant. Tout va bien. Je ne te ferai pas de mal. Oncle Danny n'aime pas que je parle aux inconnus, murmura Emma d'une voix aiguë et chantante, figée dans l'enfance. Je suis censé rester dans mon coin, sauf s'il dit le contraire. Vous êtes de la police? Oncle Danny dit, la police veut m'emmener et me faire du mal. Le cœur de June se brisa. Non, ma puce. Je ne suis pas de la police. Je suis. Elle ne pouvait pas le dire. Comment expliquer quelle était la mère qu'Emma avait appris à oublier? Elle tendit lentement la main, mais Emma tressaillit violemment, se pressant contre le mur de béton. Pas de contact. Oncle Danny dit, personne d'autre ne peut me toucher, sauf Oncle Danny. Je suis sa petite amie. Les réponses programmées, les manières enfantines d'une jeune fille de 18 ans, c'était grotesque. June voyait les années de conditionnement dans chaque geste, chaque mot. Sa petite fille avait été systématiquement brisée et reconstruite selon le fantasme pervers de Daniel. Au-dessus d'eux, le pas s'arrêta. June entendit le cadenas cliqueter. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Le soleil inonda l'escalier, dessinant la silhouette de Daniel. Il descendit lentement, et June se glaça en voyant ce qu'il portait, une bâche bleue, comme celles utilisées sur les chantiers, et un rouleau de cordes. Ses mouvements étaient désormais résignés, méthodiques. Il est temps d'y aller, Emma, dit-il d'une voix étrangement calme. On va faire un tour en forêt. La forêt? Emma se redressa légèrement. On va voir les oiseaux. Tu as promis qu'on pourrait en voir un jour. C'est vrai. Daniel s'approcha d'elle, et June lut la terrible intention dans ses yeux. Mais d'abord, tu dois prendre ton médicament, le somnifère. Non. June se jeta entre eux. Tu ne la touches pas, le visage de Daniel se crispa de rage. Elle est trop vieille maintenant. Tu ne comprends pas? Elle a vieilli. Je l'ai gardée aussi longtemps que j'ai pu, mais regarde-la. Ce n'est plus une petite fille. Elle est ruinée. Il saisit brutalement le bras d'Emma et la tira sur ses pieds. Emma gémit, mais ne résista pas, habituée à obéir. J'aurais dû m'en débarrasser il y a des années, poursuivit Daniel en entraînant Emma vers l'escalier, mais j'étais faible. Je me disais que je pouvais préserver quelque chose de ce qu'elle était. Daniel, s'il te plaît, supplia June en les suivant. C'est ta nièce. Tu l'aimais. Je l'aimais. C'est pourquoi elle doit partir maintenant, tant qu'il reste encore quelque chose de pur. Il resserra son étreinte sur Emma. Sophie comprenait trop de choses, toujours en pleurs, toujours en lutte. J'ai dû la faire taire au bout de quelques mois seulement. Mais j'ai été malin. Il marqua une pause dans l'escalier, une horrible fierté perçant dans sa voix. Je l'ai enterrée près de la maison de vacances exprès, assez loin d'ici pour que personne ne fasse le lien avec moi, mais assez près pour que, lorsqu'elle serait finalement retrouvée, tout le monde supposerait que les deux filles sont mortes ensemble. La diversion parfaite. Ça m'a permis de gagner 14 années de plus avec Emma. Mon mari va revenir d'un instant à l'autre, dit June, désespérée. La police va me chercher. Daniel rit d'un rire amer. Marcus au commissariat, ça va prendre des heures. Toute cette paperasse, toutes ces questions sur ses supposées relations professionnelles. Incroyable ce qu'une information anonyme peut faire. Largement le temps de conduire Emma dans la forêt, de l'enterrer comme il faut, puis de revenir s'occuper de toi. Il continua à monter les escaliers, entraînant Emma, confuse, qui n'arrêtait pas de poser des questions sur les oiseaux qu'ils allaient voir. June sentit une fureur monter en elle comme jamais auparavant. Pas son bébé. Pas encore. Alors que Daniel atteignait le haut des escaliers, luttant pour maîtriser Emma et la bâche, June se jeta sur lui avec une férocité primitive. Elle le percuta dans le dos, le faisant trébucher en avant. Son emprise sur Emma se relâcha et, plus grave encore, le couteau de chasse qu'il avait glissé à sa ceinture s'écrasa sur le sol en béton. June plongea pour l'attraper tandis que Daniel tentait de retrouver son équilibre.
Ses doigts se refermèrent sur le manche au moment même où il réalisait ce qui s'était passé. Espèce de garce. Il se jeta sur elle, mais June était déjà en mouvement, l'adrénaline lui donnant une vitesse qu'elle ignorait posséder. Elle monta l'escalier en trombe et entra dans la maison, les pas de Daniel résonnant derrière elle. Le téléphone fixe était posé sur le comptoir de la cuisine. Elle s'en saisit, ses doigts effleurant le clavier. 911, quelle est votre urgence? Ici June Morrison. Je suis au 445 Outside Drive. Ma fille Emma est ici, la jeune fille disparue il y a 14 ans. Mon frère Daniel Morrison l'a kidnappée. C'est lui le ravisseur. Envoyez la police immédiatement. Daniel s'arrêta brusquement sur le seuil de la cuisine, son visage parcouru d'émotion lorsqu'il réalisa qu'elle avait déjà appelé les secours. Le répartiteur posait des questions, mais June continuait à hurler l'adresse et à dire que sa fille kidnappée était dans le bunker. L'espace d'un instant, Daniel resta figé. Puis son instinct de survie le reprit. Il fit demi-tour et courut chercher ses clés de voiture accrochées au crochet près de la porte. June entendit le moteur de son SUV rugir, les pneus éclaboussant le gravier alors qu'il sortait de l'allée. Il s'enfuit, dit June au répartiteur. SUV noir, plaque d'immatriculation ... Mais elle ne s'en souvenait plus. Ma fille est dans le bunker derrière la maison. Elle est vivante. Dépêchez-vous. Lâchant le téléphone, June retourna en courant au bunker. Emma n'avait pas bougé des escaliers, se tenant là où Daniel l'avait laissé. Où est passé tonton Danny, demanda-t-elle d'un ton plaintif. Il a dit qu'on allait voir des oiseaux. June prit sa fille dans ses bras, sentant sa maigreur sous ses vêtements trop grands. Emma resta figée, mal à l'aise au contact, mais ne luttant pas. Tout va bien, murmurait June à plusieurs reprises. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. Les sirènes retentirent rapidement, de plus en plus fortes jusqu'à emplir l'air. Des voitures de police entrèrent dans l'allée, les policiers en sortirent, armes au poing, jusqu'à ce que June annonce la fuite de Daniel. Elle aida Emma à monter les escaliers et à sortir à la lumière du jour. Sa fille leva une main pâle pour se protéger les yeux, plissant les yeux sous la luminosité qu'elle voyait rarement. « Madame, je suis l'inspecteur Harrison. » L'inspecteur s'approcha prudemment, observant la scène. « C'est Emma ? Quand est-ce que l'oncle Danny revient ?» lui demanda Emma. « Il a dit qu'on allait quelque part. Je n'aime pas quand les plans changent. » Le visage de l'inspecteur Harrison devint professionnellement impassible, mais June vit l'horreur dans ses yeux. Il appela des ambulances tandis que d'autres policiers arrivaient. 2 d'entre eux descendirent dans le bunker, et June entendit l'un d'eux jurer violemment. Le plus jeune en ressortit quelques instants plus tard, le visage verdâtre, titubant vers les buissons pour vomir. Le détective Harrison a continué à documenter la scène, ses mouvements sinistres et méthodiques, les attaches sur le lit, les marques de rayures sur les murs en béton, certaines anciennes, d'autres fraîches, le calendrier où Daniel avait marqué les jours avec des notes que June ne pouvait se résoudre à lire. À l'arrivée des ambulanciers, ils s'approchèrent lentement d'Emma, à voix basse. Elle n'arrêtait pas de demander à parler à oncle Danny, se demandant s'il était en colère contre elle, si elle avait fait quelque chose de mal. « Vous n'avez rien fait de mal », lui a assuré un ambulancier en vérifiant ses constantes. « Vous avez été très courageuse. » Oncle Danny dit que je suis courageuse quand je prends mes médicaments sans pleurer, répondit Emma. Est-ce que je vais prendre mes médicaments maintenant? C'est alors que la voiture de Marcus s'engagea dans l'allée en crissant. Il en sortit, les yeux écarquillés, après avoir entendu quelque chose sur le scanner de la police. Lorsqu'il vit Emma vivante et debout, mais si changée, il s'effondra. Emma, sanglota-t-il. Oh mon Dieu, Emma. Emma pencha la tête vers lui. Qui est cet homme? Pourquoi pleure-t-il? Oncle Danny n'aime pas pleurer. Il dit que c'est moche. Les ambulanciers guidèrent doucement June et Emma vers l'ambulance, leur expliquant qu'elles devaient se rendre à l'hôpital pour un examen. Emma y alla volontiers, demandant toujours quand oncle Danny reviendrait, s'il serait à l'hôpital, si elle avait été sage.
Lorsque les portes de l'ambulance se refermèrent, June prit la main de sa fille vivante, qui ne la connaissait pas du tout. La salle d'urgence vibrait d'un chaos contrôlé tandis que June était transportée aux côtés d'Emma. Les infirmières descendirent aussitôt, la voix calme mais pressante. Elles les séparèrent, June dans une salle de soins pour ses contusions et son état de choc, Emma dans une chambre psychiatrique sécurisée où des spécialistes l'attendaient. « Je dois rester avec elle », protesta June tandis qu'il lui appliquait des brassards de tension artérielle et vérifiait ses blessures. « Madame, votre fille a besoin de soins spécialisés immédiatement, » expliqua doucement l'infirmière. « Le docteur Patel est notre meilleur psychologue spécialisé en traumatologie. Elle aidera Emma à se sentir en sécurité. » Par la porte, June entendit la voix aiguë et confuse d'Emma. « Où est tonton Danny ? Il n'aime pas les hôpitaux. Il dit, les médecins veulent voler nos secrets. » La réponse du docteur Patel était trop faible pour être entendue, mais son ton était apaisant et mesuré. June ferma les yeux, agrippée aux barrières du lit, tandis qu'un médecin examinait les bleus sur ses bras, là où Daniel l'avait saisi. 2 heures passèrent dans un tourbillon d'examens, de perfusions et d'allers-retours de policiers pour donner des nouvelles. Puis le détective Harrison est apparu, le visage sombre mais satisfait. « On l'a eu, dit-il simplement. La police a arrêté Daniel sur une aire de repos près de la frontière. Il est en garde à vue. » Juin s'affaissa de soulagement. Est-ce qu'il parle? Il fait plus que parler. Il a fait des aveux complets. Harrison s'est assis. Il essaie d'éviter la peine de mort, en échangeant des informations contre la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le détective ouvrit son carnet et June se prépara à ce qui allait suivre. Daniel avoua lutter contre une addiction croissante à la pornographie, notamment au contenu mettant en scène des jeunes filles. Il dit que sa visite à la maison de vacances, 14 ans auparavant, n'était pas prévue. Il traversait le quartier en voiture et décida de s'y arrêter spontanément. June eut un pincement au cœur. Il a vu les filles jouer seules pendant que vous et votre mari faisiez le ménage. Il a dit précisément que c'était le destin. Il s'est approché d'elles, leur disant que vous aviez un besoin urgent d'elles, que vous aviez envoyé oncle Danny les chercher, leur ayant promis une glace si elles venaient vite et discrètement. Elle lui faisait confiance, murmura June. C'était leur oncle. Bien sûr, elles l'ont suivi. Harrison hocha la tête d'un air sombre. Il les emmena directement au bunker et il le préparait apparemment depuis des mois même s'il prétend n'avoir jamais prévu d'y emmener qui que ce soit. Il a dit que ce n'était qu'un fantasme jusqu'à ce moment-là. À travers la porte, June pouvait entendre Emma parler au docteur Patel. Parfois, je me souviens d'une dame qui chantait des chansons, mais tonton Danny dit que ce ne sont que des rêves, de mauvais rêves qui disparaîtront si je suis sage. Au départ, les 2 filles étaient dans le bunker, a poursuivi Harrison. Mais quand nous avons annoncé que nous allions fouiller toutes les propriétés familiales, Daniel a paniqué. Il a loué un garde-meuble à Millerville en liquide et sous un faux nom, et y a installé les filles pendant 3 jours, le temps que sa propriété soit évacuée. Un garde-meuble? June se sentait mal. Mes bébés étaient dans un garde-meuble. Climatisé, prit-il soin de préciser, dit Harrison avec amertume, comme si cela améliorait les choses. Les agents qui fouillèrent sa propriété jetèrent à peine un coup d'œil au bunker. Il était orné d'un vieux cadenas et semblait abandonné. Ils ne s'en doutaient pas. Le docteur Patel sortit de la chambre d'Emma et s'approcha d'eux à pas prudents. Madame Morrison, Emma est stable, mais profondément traumatisée. Elle présente des signes du syndrome de Stockholm, un conditionnement sévère. Elle n'arrête pas de demander Daniel, qu'elle considère comme son protecteur. Se souvient-elle de quelque chose d'avant? De fragments, demanda June. Quand j'ai prononcé certains mots aux mamans, Sophie, maison, elle a manifesté des réactions physiologiques, accélération du rythme cardiaque, dilatation des pupilles. Les souvenirs sont là, mais ils sont enfouis sous 14 ans de programmation, a expliqué le docteur Patel. Elle a mentionné une chanson, une berceuse. Elle a dit qu'elle l'entendait parfois, mais oncle Danny lui a dit que ce n'était pas réel.
L'inspecteur Harrison s'éclaircit la gorge. Il y a encore des choses à savoir sur Sophie. Daniel dit qu'elle ne s'est jamais adaptée comme Emma, elle essayait sans cesse de s'échapper, réclamait constamment après lui. Au bout de 4 mois environ, une fois les recherches intensives terminées, elle a réussi à forcer la serrure du bunker pendant qu'il était au travail. Elle atteignit la forêt avant qu'il ne la rattrape. June se couvrit la bouche, imaginant sa courageuse fille de 7 ans courant désespérément à travers les arbres. Il dit avoir paniqué, l'avoir frappée avec une pierre et avoir prétendu que c'était un accident. Mais Harrison haussa les épaules. Il l'avait enterrée délibérément près de la maison de vacances. Il savait que le sol de la région contenait une forte teneur en fer, ce qui déclencherait les détecteurs de métaux à terme. Il avait inclus son thermos pour garantir son identification si on la retrouvait. Il avait prévu qu'elle soit découverte. Il pensait que cela clôturerait l'affaire, tout le monde supposerait que les 2 filles étaient mortes ensemble et cesserait de chercher Emma. Il appelait ça une assurance. Un brouhaha dans le couloir attira leur attention. Marcus était arrivé, toujours vêtu des mêmes vêtements qu'au commissariat, le visage hagard. Lorsqu'il aperçut June, il se précipita vers elle. « C'est vrai, Daniel ? Comment Dieu a-t-il pu faire de June mon propre beau-frère » L'inspecteur Harrison se leva. « Je vais vous laisser un peu d'intimité, mais Madame Morrison, il y a encore une chose. Nous avons trouvé du matériel dans la voiture de Daniel, des bâches, des pelles, de la corde. D'après ses achats et ses déplacements, nous pensons qu'il prévoyait de tuer Emma ce soir. Vous lui avez sauvé la vie en arrivant à temps. » Le poids de cette pensée les submergea tandis que l'inspecteur partait. Leur fille était à quelques heures de la mort. « Elle a vieilli, » dit June d'un ton hébété. C'est ce qu'il a dit, elle a vieilli et n'est plus attirée par lui. Le docteur Patel revint. « Souhaitez-vous voir Emma maintenant ? Nous l'avons légèrement endormie. Elle commençait à s'agiter, mais elle est réveillée. » Ils suivirent le médecin jusqu'à la chambre d'Emma. Leur fille était allongée dans son lit d'hôpital, paraissant si petite malgré ses 18 ans. Ses yeux suivaient leurs mouvements, mais ne les reconnaissaient pas. « Emma, » dit doucement June, « c'est maman et papa. » Emma fronça les sourcils. « Je n'en ai pas, oncle Danny dit que je suis spécial parce que j'ai besoin de lui. » June s'assit prudemment au bord du lit, luttant contre ses larmes. Elle commença à fredonner doucement la berceuse qu'elle chantait tous les soirs quand Emma était petite, celle des oiseaux moqueurs et des bagues en diamant. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent légèrement et sa respiration changea. « Cette chanson, » murmura-t-elle. « Je la connais, mais elle met tonton Danny en colère quand je la fredonne. » June continuait de fredonner, tendant lentement la main vers Emma. Sa fille ne s'écarta pas, mais ne la saisit pas non plus. Marcus se tenait de l'autre côté du lit, le visage ruisselant de larmes. « La femme de mon rêve chante cette chanson, » dit Emma, la voix assoupie par la sédation. « La jolie femme qui sent les fleurs, mais elle n'existe pas, oncle Danny dit qu'elle n'existe pas. »« Elle est réelle, ma puce, » murmura June. « Je suis réelle. » Les yeux d'Emma commencèrent à se fermer, mais June le sentit à la moindre pression de ses doigts. Un simple réflexe, peut-être, ou une mémoire musculaire d'avant le bunker. Mais c'était quelque chose. June continuait de fredonner la berceuse la même depuis 14 ans de nuit vide. Tandis que les machines bipaient doucement autour d'elle, la respiration d'Emma se calmait, et toutes les quelques minutes, quand June atteignait le refrain, elle ressentait à nouveau cette légère pression. Sa fille était là, quelque part, ensevelie sous des années de traumatisme et de conditionnement. Il faudrait du temps, peut-être des années, pour la retrouver. Mais elle était vivante. Après 14 ans d'ignorance, d'imagination du pire, Emma était en vie et allongée dans un lit d'hôpital, serrant de temps en temps la main de sa mère au rythme d'une chanson à moitié oubliée. À l'extérieur de la pièce, l'inspecteur Harrison coordonnait ses efforts avec d'autres policiers pour constituer un dossier solide contre Daniel. Quelque part dans une prison du comté, son frère était assis dans une cellule, ses 6 secrets enfin dévoilés. Et quelque part dans une forêt, des enquêteurs ratissaient encore le sol, s'assurant qu'aucun autre secret n'était enfoui sous terre.
Mais à cet instant, dans cette chambre d'hôpital, June tenait la main de sa fille et chantait doucement tandis que Marcus pleurait, et Emma oscillait entre le sommeil et l'éveil, répondant parfois à la voix de sa mère par la plus légère pression de ses doigts contre la paume de June.